Chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, bienvenue à cette leçon inaugurale de la chaire Éric Remacle, édition 2016-2017. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette chaire qui, comme chaque année, aussi d'une part, rappelle au souvenir un enseignant important de l'université qui était Éric Remacle, qui a joué un rôle important, en particulier en relations internationales, puisqu'il était le spécialiste en matière de sécurité, de désarmement, d'armement, de conflits, et qui a, je pense, porté très fortement la filière de sciences politiques, relations internationales pendant de très nombreuses années. Par ailleurs, quand même, je voudrais aussi le rappeler que c'était un homme très engagé, toujours sur ces mêmes thèmes d'ailleurs aussi, et que ça rappelle d'une manière quand même forte aussi le fait que les universitaires, bien sûr, travaillent au développement de recherches scientifiques et aussi à l'enseignement, puisque vous en êtes aussi les principaux bénéficiaires d'une certaine manière, mais sont aussi des personnes qui sont engagées dans le savoir et aussi dans la cité, ce qu'était aussi Éric Remacle, qui est décédé prématurément en 2013 et en 2014. Grâce à la Fondation Bernheim, que je me permets de remercier, on a pu créer la chaire Éric Remacle, qui accueille chaque année des experts internationaux dans le domaine de guerre, conflit et sécurité. Et je me permets aussi de remercier Barbara Delcourt, qui est la directrice du REPI, ainsi que Christian Olson, professeur à l'ULB et aussi très engagé dans le développement de la filière de sciences politiques en relations internationales, pour le soutien apporté à cette chaire qui, d'une certaine manière, apporte aussi dans votre programme un regard extérieur, puisque ce sont des enseignants qui viennent de l'étranger, qui viennent contribuer d'une certaine manière au cursus qui est le vôtre. Alors, je suis très heureux aussi d'accueillir cette année Gilles de Ronceau, qui est professeur à Paris 1 et qui occupera la chaire cette année, mais pour lequel je demanderai à Christian Olson de bien vouloir l'introduire. Je vous remercie et je vous souhaite vraiment une belle leçon inaugurale ainsi que l'ensemble des leçons. Merci beaucoup et merci à tout le monde d'être ici. Je profite de l'occasion pour encore une fois remercier la Fondation Bernheim pour avoir rendu cette chaire Éric Remacle possible. C'est une chaire qui avait été créée pour 3 ans et donc le premier titulaire était en 2015. Pardon. Et on avait commencé par Sinisha Malezevich qui avait parlé donc en 2015 du passé, du présent et du futur de la guerre. En 2016, nous avions Caroline Holmquist, qui est ici d'ailleurs, et qui nous avait parlé de la relation entre guerre et paix. Et cette année, c'est donc la dernière année de la chaire Remacle. Et c'est d'autant plus un plaisir et un honneur pour moi de présenter le titulaire de cette année, Gilles de Ronceau, qui, comme le disait le doyen, est professeur à la Sorbonne, Paris 1, mais qui est également titulaire d'un projet de recherche ERC qui porte sur les Social Dynamics of Civil Wars, qui est également membre senior de l'Institut universitaire de France, et qui mène régulièrement depuis les années 1980 des recherches de terrain dans différents pays, mais dont l'Afghanistan, dont il va nous parler aujourd'hui. Donc sur ces thèmes, il a publié un certain nombre de livres, et notamment sur l'Afghanistan, le livre qui s'intitule Revolution Unending, Afghanistan 1979 to the Present, publié à Columbia University Press en 2005. Et plus récemment, il a travaillé sur la guerre civile en Syrie et a publié un livre qui vient de sortir, très intéressant, qui s'appelle Syrie, anatomie d'une guerre civile, et qu'il a coécrit avec Adam Bashko et Arthur Kenney. Et c'est donc un livre que je vous invite vraiment à regarder et à lire. Ceci dit, aujourd'hui nous allons parler de l'Afghanistan et non pas de la Syrie, en tout cas pour ce qui est du thème principal, notamment parce que c'est une guerre
dont on espère qu'elle prenne fin, mais qui est aussi une guerre dont personne ne parle. Moins il y a de soldats de l'OTAN présents, moins on en parle, mais en même temps, cela veut bien sûr pas dire que la guerre soit terminée, d'où l'intérêt de revenir sur un certain nombre de choses. Et je ne vais pas m'étendre plus que ceci. Gilles Donsoro, tu peux commencer. Je voudrais d'abord remercier la chaire Remacle, donc en pratique le doyen André Area et Christian Olson, qui ont contribué à ce que je parle ici ce soir. Et c'est un honneur pour moi. D'abord, parce que j'aime toujours beaucoup venir à Bruxelles, et parce que d'un point de vue plus intellectuel, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens, de voir un peu, peut-être aussi des collègues avec qui je vais pouvoir collaborer dans le futur. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif que ces échanges entre pays voisins. Alors, pour commencer, on va partir d'une question simple, finalement. Pourquoi est-ce que personne parle de l'Afghanistan ? Personne parle de l'Afghanistan de façon très surprenante, parce qu'on a eu une élection présidentielle aux États-Unis, comme vous le savez, qui a eu des résultats un peu curieux, mais quand vous regardez le processus de campagne électorale, la guerre d'Afghanistan a été totalement absente. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu une déclaration d'un des candidats, et en dehors même des candidats majeurs, lors des primaires même, on n'avait franchement pas de commentaires, pas de propositions et pas de critiques véritablement de ce qui s'était passé en Afghanistan. Donc c'est quelque chose de tout à fait surprenant, et ce silence, je ne sais pas si un silence peut faire écho, mais j'allais dire que ce silence fait écho à un autre silence qui est celui des gouvernements européens, pour qui la guerre d'Afghanistan semble avoir totalement disparu du radar. Alors c'est vrai dans la communication officielle de ces gouvernements, on ne parle plus de l'Afghanistan. C'est vrai aussi de façon plus subtile, plus interne, dans les différents ministères de la Défense des pays occidentaux, à l'OTAN, où le sujet Afghanistan est devenu quelque peu radioactif. C'est-à-dire que les gens n'en parlent pas, ne veulent pas en parler, ne souhaitent pas en parler. Il y a de moins en moins d'études qui sont proposées sur ce sujet. Et on voit bien qu'il y a un désengagement qui est d'abord un désengagement intellectuel, médiatique par rapport à l'Afghanistan. Alors ce que j'aimerais montrer ce soir rapidement, c'est d'abord qu'est-ce qui a amené notre engagement et notre désengagement en Afghanistan, et surtout les conditions de ce désengagement, et montrer qu'on s'est nous-mêmes mis dans un piège stratégique dont il est extrêmement difficile de sortir, voire, de mon point de vue, impossible de sortir. Et dans ce deuxième temps, après avoir un peu montré la logique d'engagement occidental, je m'intéresserai plus précisément à la situation afghane actuelle, c'est-à-dire une façon de prouver que l'engagement occidental a été effectivement un échec. Et là, on détaillera à la fois la politique de Kaboul, du gouvernement de Kaboul, mais aussi de l'opposition. On essaiera de voir la dynamique qui s'est instaurée ces dernières années. Et on conclura en essayant de voir où est-ce qu'il y a des solutions, des sorties possibles dans cette crise qui est une crise particulièrement inextricable. Alors, il me semble que si on devait résumer les critiques nécessaires contre l'engagement occidental en Afghanistan, on pourrait dire qu'il y a deux critiques ou deux rubriques, si vous voulez, qui sont essentielles. La première critique, c'est le fait que l'ennemi n'a jamais été pris au sérieux. Je pense que c'est quelque chose de central. L'ennemi a toujours été compris, conçu comme étant retardataire, légèrement idiot, moyenâgeux,
Je pense que les pantalons trop courts des talibans ont fait beaucoup pour cette image un peu d'attardés ruraux. Aussi, en dehors même de leur arriération supposée du point de vue des mœurs, les lapidations des femmes, etc., toute cette mise en évidence de choses vraies par ailleurs, on a aussi l'idée, très rapidement, chez les Occidentaux, que les talibans sont incapables de s'adapter, incapables de progresser, incapables de maîtriser la technologie, incapables de maîtriser les médias, ce qui s'est révélé faux, et que donc on a affaire à un ennemi qui est structurellement faible. Et c'est pour ça qu'en 2003-2004, au moment où on est quelques-uns, pas beaucoup, mais on est quelques-uns à dire « Attention, les talibans reviennent », tous les rapports officiels de l'OTAN, du ministère de la Défense américain, etc., tous les acteurs institutionnels expliquent que les talibans ont définitivement disparu. Il y a donc là, je suis en train de préparer un livre où j'ai effectivement repris toutes les citations de l'époque. Je ne vais pas toutes les garder parce que ça fait un peu livre à charge, mais c'est totalement fascinant de voir Rumsfeld à certains points ou à certains moments où le président Karzai expliquait que les talibans, désormais, sont moins de 1000 combattants et que donc ils ne vont pas tarder à s'effondrer, il suffit d'attendre un peu. Donc il y a cette confiance en soi qui est absolument remarquable. On a rarement vu, et je vois à partir de conversations avec des officiers occidentaux dans les années 2006, 7, 8, par exemple, on a un sentiment extraordinaire de supériorité. Et vous avez notamment aux États-Unis un sujet qu'on ne veut jamais aborder, qui est le sujet de l'échec soviétique, ou de l'échec britannique au XIXe siècle en Afghanistan. Donc, il y a une doxa, il y a une ligne commune, acceptée, qui est que l'intervention occidentale n'a rien à voir avec ce que les soviétiques ont vécu et que donc nous, on va gagner parce que les soviétiques étaient pas très bons, pas très aimés de la population et que nous, au contraire, on a toutes les cartes et que donc, forcément, ça va bien se passer. Donc, vous avez cette perception qui est redoublée par le fait que les talibans sont conçus comme un ennemi désorganisé. En fait, il ne s'agit pas véritablement d'un mouvement unifié, mais d'un certain nombre de petits groupes très peu coordonnés. Donc vous voyez, finalement, il n'y a pas véritablement de raison de s'en faire. Et puis le problème, c'est que la réalité se venge toujours un peu. On s'aperçoit entre 2002, donc le début de la présence, enfin 2001, mais c'est surtout 2002, la présence américaine, et 2009, donc l'arrivée d'Obama au pouvoir, quand il prend véritablement le contrôle du gouvernement américain, on s'aperçoit qu'il y a quand même un problème général d'insécurité. Et que chaque année, les Américains envoient un peu plus d'hommes et ils envoient un peu plus de ressources. Et là, normalement, surtout quand on a une culture, quand on est américain, donc on a une culture militaire propre aux États-Unis, on pense au Vietnam. C'est-à-dire que tous les ans, de manière incrémentale, on envoie plus de ressources. Et en même temps, jamais on se pose de questions sur la stratégie. Simplement, on est dans quelque chose qui est très instrumental. Oui, il y a des problèmes de sécurité, mais ce sont des problèmes locaux. Il ne s'agit pas d'une tendance générale, tendance lourde, c'est des problèmes locaux, donc on va envoyer un peu plus d'hommes ici ou là, un peu plus d'argent, un peu plus de moyens finalement, sans jamais créer un schéma stratégique adapté. Et en fait, ce qui va se passer avec Obama, donc Obama 2009, c'est une décision stratégique, et j'allais dire c'est la première vraie décision stratégique depuis 2001, qui est de faire ce qu'on appelait un surge, c'est-à-dire une montée en puissance très forte des troupes occidentales. Alors, essentiellement américaines, mais aussi européennes, les autres alliés, puisqu'on a au maximum du surge 150 000 soldats de l'OTAN qui sont présents en Afghanistan, ce qui est beaucoup. Pour mémoire, je vous rappelle que les Soviétiques, lors de leur invasion de l'Afghanistan, avaient plafonné dès le début leur nombre de troupes à 110 000.
Donc vous voyez qu'on a d'ailleurs, d'un point de vue culturel, c'est intéressant. Les soviétiques avaient dit le piège, c'est effectivement de mettre des ressources de manière éternelle en Afghanistan et de perdre. Et donc on bloque à 100 000, 110 000 selon les périodes. Les Américains ne sont pas dans cette logique. Donc on est dans le surge. Alors le surge en soi, j'allais dire que c'est quelque chose qui est neutre, au sens où tout dépend comment on fait le surge. Et le surge va en fait être un échec pour 3 raisons. Il y a 3 raisons qui expliquent l'échec du surge. La première raison, c'est de manière véritablement étonnante, disons, le fait que le facteur pakistanais n'est pas pris en compte dans le surge. Pour vous donner une idée de la nature du problème, l'insurrection taliban est basée au Pakistan, dans le pays voisin. Basée au Pakistan, et la frontière afghano-pakistanaise, elle est incontrôlable. C'est-à-dire que c'est extraordinairement compliqué. Déjà, on n'arrive pas à contrôler la frontière avec le Mexique, vous voyez, mais alors la frontière avec le Pakistan, c'est juste pas possible. D'accord ? Donc, si on veut véritablement combattre les talibans en Afghanistan, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir l'accord du gouvernement pakistanais. Lui seul peut en fait faire pression sur le leadership taliban qui est au Pakistan. Or, depuis 2002, les Pakistanais, pour des raisons complexes qui ne nous intéressent pas ici, soutiennent les talibans, mais les soutiennent véritablement. C'est-à-dire que le leadership des talibans est véritablement installé à Quetta, et alors pour une partie à Karachi, mais de toute façon au Pakistan. Donc vous voyez qu'on a là un problème qui paraît évident. Vous ne pouvez pas lancer des opérations en Afghanistan de cette ampleur sans vous assurer auparavant que le Pakistan est neutralisé politiquement et qui va collaborer à la politique américaine. Pour prendre une autre analogie historique, qu'est-ce qui explique, alors ce n'est pas la seule cause, mais une des raisons majeures de l'échec américain au Vietnam, qu'est-ce que c'est ? Le fait qu'il y a eu toujours un approvisionnement extérieur. Les Américains n'ont jamais réussi à couper la ligne Ho Chi Minh. Donc, si vous n'arrivez pas, et qu'est-ce qui explique, deuxième exemple, deuxième comparaison historique, le succès militaire des Français en Algérie, c'est le fait d'avoir bouclé les frontières. Après, c'était un désastre politique, mais ça ne nous intéresse pas ici. Mais en tout cas, l'enchal, c'était le bouclage des frontières algériennes, et ça a marché. À partir du moment où les frontières sont bouclées, ça devient très compliqué pour une insurrection de survivre. Et là, de manière extraordinaire, surprenante, les Américains ne s'assurent pas de l'appui pakistanais. Ou plus exactement, on a le double discours pakistanais habituel, mais bien sûr on va vous aider, mais bien sûr il faut combattre les terroristes, mais en pratique, les services pakistanais, l'ISI, vont continuer à soutenir les talibans. Les armer, les entraîner, protéger le leadership taliban des frappes américaines, etc., etc. Qu'est-ce que ça a pour conséquence pratique ? Ça a pour conséquence pratique que les États-Unis ont échoué à démanteler les structures des talibans. Alors, comment est-ce qu'on démantèle les structures ? Je crois qu'il faut ici oublier le côté heart and minds, toutes ces choses-là. C'est pas comme ça qu'on fait vraiment la guerre. On fait la guerre, dans ces circonstances, par des assassinats ciblés. Donc pendant des années, surtout entre 2009 et 2012, les Américains ont lancé des campagnes d'assassinats ciblés en Afghanistan contre tous les leaders talibans qu'ils pouvaient trouver. C'est énorme, hein, c'est des milliers de personnes. Ça fait penser un peu, si vous voulez, à ce qui s'est passé en Irak, juste quelques années avant. Et ça fait penser, bien sûr, à l'opération Phoenix pour le Vietnam. Donc c'est une stratégie systématique, ça se passe la nuit, ça se passe d'ailleurs en dehors des structures de l'OTAN en général, ça se passe vraiment, c'est une des opérations strictement américaines, et vous avez des listes et des listes qui circulent, et on trouve les gens, on les tue, etc., etc. Donc les talibans sont face à une pression majeure, c'est massif comme effort de guerre, hein, d'accord ? C'est vraiment toutes les nuits, 10, 20, 30, 50 personnes sont éliminées. Mais en même temps, le noyau de l'organisation, les cadres supérieurs de l'organisation, si c'était une entreprise privée, sont toujours au Pakistan. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que, évidemment, les talibans renvoient des nouveaux cadres à partir du Pakistan.
Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un mouvement qui va rajeunir dans ces cadres. Évidemment, l'espérance de vie n'est pas très élevée quand vous êtes un cadre taliban en Afghanistan vers 2010-11. Bon. Donc, en fait, c'est un mouvement qui se rajeunit, mais qui aussi devient plus homogène. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, quand vous êtes très jeune, envoyé par le centre, donc là, c'est le leadership taliban, vous avez très peu de marge de manœuvre. Vous venez d'arriver, vous êtes jeune, vous êtes un bon combattant éventuellement, mais vous n'avez pas de surface sociale. C'est-à-dire aussi que ça va devenir beaucoup plus compliqué pour les services afghans, américains et autres de diviser le mouvement taliban. Parce qu'au lieu d'avoir des notabilités locales qui sont talibans, vous avez des jeunes combattants qui ne peuvent pas, en fait, se distancier, se dissocier du mouvement. Donc vous voyez que à la fois, on va à l'échec parce qu'on ne peut tuer que des cadres intermédiaires, et c'est la grande différence avec l'Irak, et en même temps, on va à l'échec parce qu'au lieu de briser le mouvement, on en fait quelque chose de plus homogène. On en fait, en fait, une véritable arme de guerre, ce que ce n'était pas tout à fait probablement vers 2002-2003. Donc vous voyez, premier problème massif. Deuxième problème, c'est le lieu. Et ça a probablement été ma plus grande surprise, parce que je suis les affaires afghanes depuis très longtemps, mais ma plus grande surprise, ça a été de décider que le surge allait être prioritairement dans le sud de l'Afghanistan, dans une province qui a pour caractéristique que pas grand monde y va, c'est quelque chose de très reculé. Bon, les gens font de l'opium là-bas, mais bon. Et c'est l'Helmand, cette région. Ça s'appelle l'Helmand. Et c'est donc dans l'Helmand que les Américains vont mettre leurs meilleures troupes, les Marines, avec l'idée de contrôler l'Helmand. Or, qu'est-ce que ça pose comme problème, ça? L'Helmand, c'est pas très loin du Pakistan. Ça veut dire qu'il va y avoir de la circulation de ce point de vue-là. Ça renvoie au premier problème mentionné. Deuxième problème avec l'Helmand, outre le fait d'ailleurs que les Britanniques avaient perdu des batailles pas très loin, donc historiquement ça fait un peu écho à des choses, mais ça c'est pas très grave. Le deuxième problème, c'est que vous n'avez pas de structure étatique. L'Helmand, il n'y a pas d'État, c'est le cas il n'y a pas de structure étatique. Bon, il y a un peu de la police, mais elle est très tribalisée, et grosso modo, c'est essentiellement une entreprise de corruption et de captation des ressources locales. Il n'y a pas vraiment de gouverneur de district, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'au lieu de s'appuyer sur des structures afghanes, d'avoir un rôle plutôt indirect, on va investir nos ressources occidentales, dans l'endroit où en fait on va être directement face aux Afghans. C'est-à-dire qu'on va tout faire nous-mêmes. Et c'est là que certains petits génies inventent l'expression « government in a box », le gouvernement dans une boîte. Qu'est-ce que c'est l'idée ? L'idée, c'est de tout amener là-bas. C'est-à-dire que vous êtes dans un district où il n'y a rien, vous allez tout envoyer de l'extérieur, vous allez remonter des écoles, des instits, un chef de la police, etc. Donc vous voyez qu'on se met dans une situation extrêmement difficile. Le troisième problème, c'est que vous mélangez, quand vous intervenez dans l'Helmand, deux problèmes. Un premier problème qui est celui de l'insurrection, un deuxième problème qui est celui de l'opium. Contrairement à ce que les gens pensent, l'opium ne bénéficie pas majoritairement aux talibans. L'opium, ça bénéficie à beaucoup de gens, et notamment le gouvernement en place. Il y a des réseaux, alors ce n'est pas forcément le gouvernement en tant que tel, mais c'est des réseaux proches du gouvernement. On a quelques cas dont on est conscient grâce à Wikileaks, de Karzai téléphonant dans quelques commissariats éloignés du sud de l'Afghanistan pour faire libérer des gens qui avaient été pris avec 10 ou 20 kilos d'opium dans leur voiture. Bon, ces réseaux-là fonctionnent. Or, qu'est-ce qu'on fait? En fait, en intervenant, on met en danger ce qui est l'économie locale, en dehors de toute question idéologique. On met en danger l'économie locale. Et donc, on va avoir une réaction qui n'est pas qu'une réaction, j'allais dire, idéologique, mais aussi, simplement, les paysans
de l'aile-monde vont défendre, à un certain point, leur gagne-pain. Il faut faire de l'argent, vivre, faire vivre sa famille, etc. Donc, pour toutes ces raisons, l'échec dans l'aile-monde était quelque chose de prévisible. Et tout ça pour dire que rien n'est totalement prédéterminé historiquement. Si, en fait, McChrystal et son équipe, bon, c'est le général McChrystal qui était en charge de ça à l'époque, si le général McChrystal avait un tout petit peu mieux pensé la situation et avait investi ses troupes autour de Kaboul, qui était la chose à faire, on aurait probablement eu des résultats totalement différents. D'accord ? Donc, on a sous-estimé l'importance du Pakistan. On a ensuite totalement évacué la question du lieu. Enfin, en tout cas, on a fait des mauvais choix sur le lieu d'intervention. Et au final, qu'est-ce qu'on a ? On a un surge qui ne fonctionne pas. Et troisième erreur, Obama décide qu'il faut donner une date ferme de retrait du surge. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est comme si vous jouez aux cartes, vous montrez toutes vos cartes à l'adversaire. À partir du moment où Obama explique que, de toute façon, quoi qu'il arrive, et indépendamment de l'évolution de la situation en Afghanistan, la majeure partie des troupes sera évacuée en 2014, les talibans n'ont plus qu'une chose à faire, c'est à attendre. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Vous voyez que le surge, il est mal pensé dans son fonctionnement initial, mais la sortie est quelque part encore plus catastrophique. C'est-à-dire que quand vous décidez de la date de retrait, quand vous avertissez votre adversaire que de toute façon votre effort il a une limite, qu'est-ce que vous avez comme possibilité d'enclencher une négociation ? Vous êtes dans une position de faiblesse totale. C'est un peu comme les Anglais avec le Brexit, si vous voulez. À partir du moment où il y a 2 ans pour négocier, au bout de 2 ans, s'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas d'accord. Qui c'est qui mène la barque ? Évidemment, c'est plutôt Bruxelles, c'est pas tellement Londres. La même chose pour les talibans. Si vous commencez à négocier avec les talibans, ce que tout le monde fait de manière un peu informelle, les talibans ne sont pas extrêmement pressés parce qu'ils savent que l'année prochaine, il y aura un peu moins de troupes américaines. Donc, ils peuvent probablement faire des gains. Donc, de toute façon, pourquoi pas ? Ils peuvent avancer. Et voilà la logique qui a accéléré la détérioration de la situation. Donc, vous voyez comment on s'est créé un piège dont il est extrêmement difficile de sortir aujourd'hui. Il reste aujourd'hui à peu près 10 000 soldats américains. Probablement, on va être obligé d'en envoyer plus dans le futur. Pourquoi ? Parce que la situation se dégrade. C'est ce que je vais montrer maintenant. Et en même temps, on ne peut pas, probablement en tout cas, mais avec Trump, j'hésite à faire des prévisions, mais on ne peut pas imaginer un retour à des forces massives de l'OTAN en Afghanistan. Difficile de penser 100 000, 200 000 personnes. Les Européens n'iront pas. Donc il n'y aurait que les Américains. 100 000 soldats américains de retour en Afghanistan, j'y crois très peu. Donc vous voyez qu'on s'est mis dans une espèce de situation ingérable où, fondamentalement, il n'y a plus de projet stratégique occidental en Afghanistan, il n'y a plus non plus de projet social, on ne cherche pas à reconstruire l'État afghan, on ne cherche pas à libérer les femmes, on ne cherche pas rien à faire de particulier, sauf survivre une année de plus. Je tendance à dire que les présidents américains, désormais, ils n'ont qu'une idée par rapport à l'Afghanistan, c'est de filer le bug à celui qui va venir, au prochain président. C'est ce qu'a fait Obama. C'est Trump. Et Trump, bon, je ne sais pas s'il va durer 4 ans ou 8 ans, ou peut-être moins, mais essentiellement, il ne va pas régler la crise afghane. Le mieux qu'il puisse faire, c'est donner la crise afghane à quelqu'un. Donc vous voyez qu'à la fois, il n'y a plus de projet, mais encore, on pourrait penser 10 000 soldats, on peut les laisser éternellement. Oui, mais ça ne suffira pas. Parce que la dégradation est telle que chaque année, il faudra un peu plus de ressources. Et que donc, fondamentalement, on est coincé. Je n'explique pas ici que l'Afghanistan, le régime afghan va s'effondrer dans les 6 mois, c'est pas ça. Je dis que plus le temps passe, plus la situation devient difficile. Et à un moment donné, quelque chose va devoir céder. Où il y aura une transformation régionale massive, où le régime de Kaboul va s'effondrer, où il va se passer quelque chose. Mais en tout cas, la situation n'est pas stable et elle ne va pas dans le bon sens. Alors, pour appuyer
ces propos, si vous voulez, mettre un peu plus de chair à la démonstration. Ce que je vais faire maintenant, c'est expliquer en quelques mots pourquoi la situation afghane est pratiquement condamnée à se détériorer sur les 2 ou 3 prochaines années. Et je vais commencer par le régime de Kaboul, le gouvernement légal de l'Afghanistan. Ensuite, j'irai vers les talibans. Et ensuite, je terminerai avec la configuration régionale qui, sans être... est relativement complexe et probablement en évolution. Alors, la première chose qui est claire, c'est que le gouvernement de Kaboul est dans une logique de déconstruction des institutions. Vous vous souvenez peut-être, vous êtes un peu jeune pour vous souvenir, mais en tout cas, vous avez lu qu'en 2001, 2002, les Occidentaux, les Américains notamment, voulaient reconstruire un État afghan. Les Américains étaient un peu ambigus, puis après ils se sont ralliés à l'idée qu'il fallait reconstruire un État afghan. Et la reconstruction de l'État afghan, c'était des élections, un parlement, un président de la République élu au suffrage universel avec 2 tours. C'était véritablement une constitution, une cour suprême, c'était des institutions fonctionnelles. D'accord ? Et pendant quelques années, grâce au soutien occidental, on peut penser que ça se passait un peu comme ça. On savait bien que c'était plus compliqué dans la pratique, mais il y avait, grosso modo, une façade institutionnelle. Or, depuis le retrait américain, et surtout depuis l'élection de Ashraf Ghani comme président, enfin une élection entre guillemets, en 2014, on a en fait une situation qui ne correspond plus à un schéma institutionnel légal, classique, acceptable. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors le système commence véritablement à craquer avec les élections présidentielles en Afghanistan. Donc Karzai, le premier président, a fait 2 mandats, 2 élections, avec probablement une fraude assez considérable, surtout pour la deuxième, mais bon, grosso modo, ça a été accepté, et donc il fait 2 mandats de 5 ans classiques. Et élection présidentielle, et là, le système coince. Le système coince, c'est-à-dire qu'au 2e tour, les accusations de fraude sont telles qu'il y a une paralysie de la commission électorale chargée d'enquêter sur les fraudes. Quand je parle de paralysie, de temps en temps aussi, ça a été à la limite de la bagarre physique. Et finalement, crise de régime, crise radicale de régime. Septembre 14, on décide, parce que la situation risque de devenir une situation de guerre civile interne entre les partis, on décide, sous le patronage des Américains, un accord de gouvernement sans proclamation des résultats électoraux. Alors, les résultats électoraux ont été publiés récemment, dans des conditions un peu bizarres, mais ce que je veux dire, c'est qu'officiellement, vous voyez, je ne sais pas si vous avez lu Astérix en Corse, à un moment donné, tout le monde vote, donc il y a des urnes, et puis après, on jette les urnes à la mer. C'est un peu, et après, on négocie. C'est un peu ça, l'Afghanistan. Il y a un vote, mais personne ne connaît le résultat. Les fraudes sont trop considérables pour que ce soit légitime. Et donc, on fait un accord où Ashraf Ghani devient président et Abdullah, son concurrent donc au second tour, devient un exécutif parallèle dont les relations de hiérarchie avec le président ne sont pas très très claires. Et il y a tout un accord qui a été négocié à l'ambassade américaine et qui, grosso modo, organise une coexistence entre 2 pouvoirs exécutifs. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend, cette crise ? Ça nous apprend 2 choses. Premièrement, il n'y a pas de consensus des élites sur la règle du jeu. Or ça, c'est la base de tout système politique. Si vous n'avez pas de consensus, vous n'avez pas d'alternance possible, et les gens qui tiennent l'État, et c'est ce que ça révèle, ne peuvent pas lâcher l'État. C'est-à-dire qu'il y a des clans, des groupes
des partis politiques ou des réseaux politiques qui tiennent les ressources étatiques. Ils tiennent un ministère, ils tiennent une province, etc. Et ces gens-là ne veulent pas qu'une alternance politique mette en question leur contrôle local. C'est essentiellement de l'argent, hein. C'est pas très métaphysique comme truc. C'est de l'argent, c'est la possibilité d'utiliser les positions administratives pour placer leurs copains, c'est toutes ces choses-là. Donc on a un système qui est bloqué parce que personne accepte de perdre, c'est trop dangereux de perdre. Et si vous perdez, vous risquez gros. Parce que quand vous étiez au pouvoir, vous avez fait des choses pas propres, probablement. Donc si c'est vos ennemis qui prennent le ministère que vous contrôliez, qu'est-ce qui se passe? Donc il n'y a pas d'alternance. Ça reflète en fait une structure particulière du système politique, l'accaparement de l'État par des groupes privés. Et puis la deuxième chose que ça montre, c'est qu'il n'y aura plus jamais d'élection en Afghanistan. Enfin, plus jamais, c'est-à-dire là, il n'y en a pas, c'est pas possible. À partir du moment où, il y a eu cette crise majeure pour les élections présidentielles, qui aujourd'hui va faire confiance aux élections pour sélectionner des leaders politiques? C'est juste impensable aujourd'hui. Donc, les élections sont décrédibilisées de manière, alors définitive, vous voyez ce que je veux dire, définitive pour les 5 ans qui viennent, quoi. Mais en tout cas, là, je pense que véritablement, on a changé de système. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Parlement devait être élu, un nouveau Parlement devait être élu, normalement, à la suite de son terme, et qu'il ne l'a pas été pour différentes raisons, et que donc l'Afghanistan, non seulement a un pouvoir exécutif dont la légitimité est tout à fait contestable, mais de plus, il n'y a pas de Parlement. C'est-à-dire que le Parlement actuel, il peut siéger, mais en fait, sa date de péremption, si vous voulez le dire comme ça fait déjà 1 an et demi, presque 2 ans que c'est passé. Donc vous voyez qu'on change de système. Il n'y a plus d'élections, il n'y a plus vraiment de Parlement, le pouvoir exécutif, c'est très contestable comme légitimité, et ça en est de même pour l'ensemble des institutions afghanes. Donc il y a une tendance à, j'allais dire, la désinstitutionnalisation du régime. Les institutions sont de moins en moins perçues comme véritablement objectives, indépendantes, etc. Et leur crédibilité devient de plus en plus faible. Alors, pour vous donner, c'est juste une parenthèse, mais pour vous donner un exemple concret, vous n'avez pas de liste électorale réelle en Afghanistan. Vous avez une liste nationale pour l'ensemble de l'Afghanistan. Les gens qui sont morts, partis, etc. ne sont pas éliminés de la liste. Ce qui veut dire qu'avec votre carte d'électeur, vous pouvez voter n'importe où dans le pays. Vous voyez les possibilités de fraude. Juste pour vous donner un exemple. L'ONU était chargée de mettre en place un système électoral à peu près fonctionnel. Pour des raisons qui m'échappent pas d'ailleurs dans ce cas-là, ça n'a pas été fait. Et donc, on se retrouve avec un pays où il n'y a pas vraiment de carte d'identité, en tout cas fonctionnelle, pas de liste électorale. Et puis, ça j'y reviendrai tout à l'heure, l'insurrection qui contrôle une partie significative du pays et qui pourrait donc bloquer les élections, au moins, moi je dirais, dans un quart du pays facilement, voire plus. Donc, on a ce problème-là. On a un deuxième problème qui est... Alors, je n'ai pas mentionné le fait que le vice-président était actuellement accusé d'avoir violé un de ses concurrents politiques. C'est encore autre chose. Donc, aujourd'hui, on est dans une... Non, c'est vrai. Dostum, donc. Et aujourd'hui, vous avez, et c'est très symptomatique finalement, c'est un bon exemple, dans un des quartiers les plus riches de Kaboul, Sherpool, donc vous avez la maison de Dostum qui est encerclée par des forces de police qui ne veulent pas intervenir parce que Dostum est entouré de quelques centaines de miliciens armés jusqu'aux dents et qu'on ne veut pas mettre le centre de Kaboul à feu et à sang. Mais ça vous donne une idée de la violence et de la désinstitutionnalisation de tout le système. Un deuxième élément, c'est l'impossibilité croissante
et c'est le croissant qui est important, du gouvernement de Kaboul à assurer ses propres ressources. Alors, les projections de la Banque mondiale, qui ont été historiquement parfois un peu optimistes, mais bon, c'est grosso modo que le taux de croissance afghan sera de 1,9% en 2018. Finalement, à peu près comme beaucoup de pays européens, un peu plus. Le problème, c'est que vous avez une explosion démographique en Afghanistan. Donc on parle ici d'un appauvrissement de la population afghane. Et ça veut dire très concrètement que la crise économique, qui est une dépression économique, avec un taux de chômage chez les jeunes probablement de 50% facilement, cette crise économique ne peut pas être surmontée. Ça veut dire que les structures sont profondément affaiblies. Ça veut dire aussi que les pays occidentaux vont être obligés de financer plus, de donner plus d'argent simplement pour que le système survive. La survie du système, c'est payer les fonctionnaires, c'est entretenir un petit peu les infrastructures, mais là, les infrastructures se dégradent assez rapidement, notamment les routes, à la fois à cause de malfaçons, de l'absence de contrôle de sécurité sur ces routes, etc., etc. Donc vous avez là un problème qui est encore aggravé par l'afflux de 600 000 réfugiés venus du Pakistan depuis novembre. Alors ça, c'est véritablement un effet de la politique pakistanaise. Les Pakistanais chercheraient à déstabiliser l'Afghanistan, ils ne s'y prendraient pas autrement. Les Iraniens le font un peu aussi, d'ailleurs. Novembre, c'est le début de l'hiver en Afghanistan. Il commence vraiment à faire froid. Et vous avez 600 000 personnes qui arrivent et pas de structure. Il n'y a pas de... Voilà. Il y a quelques ONG, quelques organisations internationales qui agissent, mais n'ont pas assez d'argent. Donc vous avez des populations paupérisées qui sont à la périphérie des villes. Kaboul est déjà une ville énorme, avec probablement 4 ou 5 millions d'habitants. Des centaines de milliers de personnes arrivent. Il n'y a rien pour les accueillir. Il n'y a pas forcément d'eau, d'ailleurs. Enfin, selon les endroits, il n'y a pas forcément d'eau. Et on est devant une crise supplémentaire. Alors, quelque part, ça, c'est la partie civile du problème. Maintenant, passons à la partie sécuritaire, qui est la condition centrale pour qu'il y ait éventuellement un jour une amélioration. Et là, on se retrouve avec la combinaison de plusieurs dynamiques dont aucune n'est véritablement favorable au gouvernement de Kaboul. La première dynamique, c'est la diminution des effectifs réels des institutions de sécurité, c'est-à-dire armée, police, services secrets, etc. Sur le papier, les effectifs sont censés être de 350 000, voire plus. En pratique, les effectifs réels sont probablement, bon ça il y a des rapports pas trop mal faits là-dessus, 140 000 pour l'armée et 125 000 pour la police. Vous me direz c'est pas si mal, mais on parle ici d'un pays qui est un peu plus grand que la France, qui a plus de 30 millions d'habitants, et vous voyez qu'en fait, des effectifs de police de 120 ou 130 000 hommes, c'est rien, en fait. C'est très très peu de choses. Donc, ces effectifs sont relativement limités. Deuxième problème majeur, c'est le turnover. Dans l'armée, on a un turnover de 30%. Vous imaginez ce que ça veut dire, 30%. Ça veut dire que tous les ans, il faut renouveler 30% des effectifs. Alors le turnover est très différent selon les endroits, selon les corps d'armée, etc. Les corps très professionnalisés ont un turnover très faible. Bon, ils sont mieux payés, mieux entraînés, il y a un esprit de corps. Par contre, le soldat de base qu'on envoie se battre dans des endroits où il y a plein de talibans, avec une logistique qui ne fonctionne pas, parce que tout le monde a piqué dans la caisse, donc il n'y a pas les pièces pour réparer les camions, et que souvent les armes, il n'y a pas de munitions parce qu'elles ont été vendues aux talibans, etc. Bon, c'est assez raisonnable de déserter. Donc les gens désertent. Et 30%, c'est, d'après tous les spécialistes du militaire, un taux qui n'est pas soutenable. On ne peut pas faire tourner une armée avec un turnover de 30% en situation de guerre, j'entends.
Donc là, on a un problème qui a été souligné par tous les rapports externes. Il y a une institution américaine qui s'appelle SIGA qui produit ce type de rapport et qui a accès aux données de l'armée, en tout cas une grande partie des données de l'armée américaine. C'est une institution qui dépend du Congrès américain. Ce sont donc des marshals, hein, ils ont la plaque, etc. Ils peuvent vous arrêter éventuellement. Et ils font des enquêtes qui sont des enquêtes sur la corruption, l'utilisation des fonds, etc. Mais ça donne énormément d'informations sur l'état réel du pays. Autre problème qu'on a, c'est l'utilisation de ces forces. L'utilisation de ces forces, elle est résumable, si vous voulez, par trop d'activités, une déspécialisation des troupes qui est due à la pression de l'insurrection. Alors, qu'est-ce que je veux dire plus concrètement ? Déspécialisation, ça veut simplement dire que la police ne fait plus un travail de police, la police fait un travail de milice, de groupe armé, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes policier en Afghanistan, vous avez la pression de l'insurrection est très très forte. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes armés comme des groupes militaires. Vous n'allez pas du tout vous occuper des vols à l'étalage, des vols ou même des assassinats. Tout ça, c'est pas très important. Votre problème, c'est d'arriver à survivre dans votre commissariat et à peu près à contrôler votre espace. Donc la police ne fonctionne plus comme police. Il n'y a plus de rapport spécifique que vous avez avec la population, normalement, quand la police fonctionne bien, etc. Tout ça, vous pouvez oublier. La police est une unité militaire parmi d'autres. Il y a quelques exceptions, mais finalement assez peu. La deuxième chose, le deuxième exemple de déspécialisation, c'est que vous avez en Afghanistan des forces spéciales qui fonctionnent bien. C'est des corps limités, ça fait quelques milliers d'hommes, c'est des gens qui vont sur les opérations, sur les coins chauds, et en général, ils gagnent. C'est des bonnes troupes. Le problème, c'est que la situation sécuritaire est tellement mauvaise globalement que ces gens-là sont envoyés pour approvisionner des postes isolés pour la logistique. Ils sont utilisés pour faire un peu n'importe quoi parce qu'on sait qu'eux, ils sont à peu près fiables. Ce qui veut dire qu'ils perdent quelque part leur spécialité de force spéciale. Ils deviennent un peu des troupes à tout faire, ce qui n'est pas très bon, ni pour leur morale, parce qu'ils se plaignent assez d'être envoyés sur quand même tous les coups pourris, et puis c'est pas très bon parce qu'ils ne sont évidemment pas utilisés là où ils sont le plus efficaces. Donc on a, pour résumer, une armée qui est dans une situation extrêmement difficile et qui est de plus en plus dépendante des États-Unis. Les drones, les bombardements, parce que je parlais tout à l'heure des 10 000 soldats américains, surtout des forces spéciales, qui sont actifs en Afghanistan. Mais il faut d'abord parler du soutien aérien. Le soutien aérien est décisif. Pourquoi ? Parce qu'il empêche la concentration des troupes talibans. Et empêcher la concentration, c'est empêcher la chute des agglomérations un peu importantes. Enfin, en principe, en tout cas, des agglomérations qui nécessitent de réunir quelques milliers de talibans pour prendre une ville. Ça, aujourd'hui, les talibans, s'ils le font, ils sont soumis à une pression militaire assez forte. Donc, on se retrouve avec cette dépendance par rapport aux forces américaines, aériennes, mais aussi terrestres. Et on voit que les talibans ont quand même pris une des grandes villes du nord de l'Afghanistan, la ville de Kunduz, plus d'1 million d'habitants, et qu'il a fallu les forces spéciales américaines pour reprendre la ville. C'est-à-dire que sans les forces spéciales, la ville restait aux mains des talibans, ce qui veut dire que probablement c'est toute l'architecture sécuritaire du Nord qui a explosé. Même chose l'été dernier, les talibans ont été à 2 doigts de prendre la grande ville, une des grandes villes du Sud, dans l'Helmand, Lashkar-Gah, et c'est véritablement l'action des forces spéciales américaines qui a permis d'éviter la chute de la ville. Il y a quelque chose d'ailleurs d'assez presque amusant, c'est sur les règles d'intervention des forces spéciales. Normalement, les forces spéciales américaines en Afghanistan ne sont pas là pour se battre, mais pour conseiller les forces afghanes. Ceci dit, il est prévu qu'ils puissent se défendre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On les met à des endroits où il y a des combats, et donc s'il y a des combats, ils sont obligés de se défendre, et vous voyez ce que je veux dire, ça marche très très bien. Mais légalement, ce n'est pas des opérations militaires agressives.
Il suffit simplement, alors là vous contournez l'esprit de la loi, il suffit simplement de se mettre dans une situation impossible où ça tire partout, et tout devient autodéfense. Vous voyez comment on arrive à contourner un peu les... Voilà. Alors, quand je parle de crise sécuritaire, est-ce qu'on peut le mesurer ? Oui, on peut en partie le mesurer. Il y a 400 districts en Afghanistan, et on les a pris un par un, hein, avec un collègue avec qui je travaille, Adam Bachko, on les a pris un par un, et puis on a dit, bon, c'est quoi là ? On s'est renseigné, il y en a qu'on connaissait bien, d'autres pas du tout. Et on a fait le calcul, il y a à peu près 150 districts sur 400 où les talibans contrôlent tout le district, ou tout le district sauf le chef-lieu. Et le chef-lieu, c'est parfois 300 mètres hein, autour du chef-lieu, et c'est tout. 150. Alors, ça ne veut pas dire que c'est proportionnel à la population, etc. Puisque, effectivement, c'est des districts plus ruraux, plus éloignés, de manière assez logique, et que donc, en termes de population, on est probablement avec un gouvernement afghan qui contrôle plus ou moins, parce qu'il s'agit d'un contrôle souvent en pointillé, encore nettement plus de la moitié de la population. Je dirais bien les 2/3 facilement. Mais vous voyez que le danger de l'expansion des talibans, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étouffement progressif des villes qui restent sous le contrôle du gouvernement de Kaboul. Et c'est ce qu'on voit ces dernières années. Les routes deviennent de plus en plus difficiles à sécuriser, et donc difficile pour les employés gouvernementaux d'aller d'une ville à l'autre par la route. Et pour les étrangers, là, c'est carrément impossible. Maintenant, difficulté éventuellement de commercer, encore que les talibans soient plutôt souples sur ces questions. Et donc, on est dans une dynamique d'étouffement des agglomérations. Alors, cette dynamique, elle peut se confirmer ou pas, on verra dans les prochaines années. Mais en tout cas, là, on a un problème majeur, parce que là, ce n'est pas des forces spéciales américaines qui vont pouvoir réouvrir les routes en Afghanistan. Là, c'est un problème beaucoup plus structurel. Alors, bon, je crois que j'ai été bavard, comme d'habitude. Je vais terminer sur peut-être un dernier élément, qui est les alliances régionales. Les alliances régionales, la configuration régionale, si vous voulez, le rôle du Pakistan, de l'Inde, de l'Iran, de la Russie, de la Chine aussi maintenant, parce que ça devient un acteur. Cette configuration régionale a évolué depuis quelques années. On est passé d'une phase où, fondamentalement, les États-Unis avaient les cartes maîtresses avec le Pakistan. Bon, c'était les deux pays qui avaient les cartes maîtresses dans le jeu afghan. Donc, jusqu'à l'annonce du retrait, je dirais en 2012-13, à peu près par là, vous avez les États-Unis qui sont en position pour, par exemple, ça aurait été la chose intelligente à faire, lancer des négociations avec les talibans. Essayer de trouver un accord, bon, voilà. Essayer de faire diminuer le niveau de violence, trouver un accord, un partage du pouvoir, quelque chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la tendance est très claire. Les Américains, bon, les Européens n'ont jamais été très importants, mais les Américains sont marginalisés dans la crise afghane. Et c'est très paradoxal parce que finalement, si le gouvernement à Kaboul survit, c'est bien grâce aux Américains, c'est bien eux, puis les Européens aussi, qui on finance, bon, voilà. Mais en même temps, d'un point de vue diplomatique, les Russes sont rentrés dans le jeu, ils ont des contacts, ils l'ont dit, et c'est vrai, ils ont des contacts avec les talibans, les Chinois ont fait la même chose, et personne ne s'intéresse trop à ce que pensent les Américains. On est rentré dans une régionalisation du jeu. Si vous considérez la Chine, qui a une petite frontière avec l'Afghanistan techniquement, et la Russie comme des puissances régionales, ce qui, dans ce contexte, me paraît raisonnable. Donc vous voyez que ce qu'il faut considérer en priorité, c'est l'élimination, l'évacuation, la marginalisation des Occidentaux dans la crise afghane. Et maintenant, les puissances qui comptent, c'est d'abord le Pakistan, parce que c'est eux qui soutiennent les talibans. Et puis ensuite, vous avez la Chine, qui a seuls aujourd'hui les moyens de faire pression sur le Pakistan. La Russie, qui peut jusqu'à un certain point servir d'intermédiaire, même si j'ai un petit doute. Et puis l'Iran,
qui a une relation privilégiée avec la minorité chiite afghane et qui donc bénéficie d'un proxy, d'un acteur local qui peut lui servir dans la crise, surtout dans la phase actuelle où les Iraniens ont l'impression que tout leur réussit et que donc ils peuvent avoir une politique qui est plus expansionniste ou d'affirmation de la puissance iranienne au Moyen-Orient. Donc, maintenant je vais vraiment conclure. Il me semble que les Occidentaux se sont mis dans une situation qui, aujourd'hui, n'a pas d'issue pour eux. Bon, une manière peut-être plus grave pour l'Afghanistan. En tout cas, avec les paramètres actuels. Il y a cependant un certain nombre d'éléments qui peuvent transformer le jeu. Le premier élément auquel je pense, c'est la montée de l'État islamique en Afghanistan. C'est quelque chose qui a surpris beaucoup d'observateurs, moi compris. Je ne pensais pas que l'État islamique arriverait à faire une percée en Afghanistan, mais il y a des groupes qui se réclament de l'État islamique, qui sont des vrais groupes de combattants, qui ont émergé depuis 2014, qui ont émergé sur la frontière afghano-pakistanaise et qui maintenant sont actifs un peu partout en Afghanistan, de façon pas toujours très coordonnée, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, avec des conséquences importantes sur notamment les relations entre sunnites et chiites en Afghanistan, puisque l'État islamique, et ça c'est un vrai parallèle avec ce qui se passe au Moyen-Orient, est d'abord une organisation anti-chiite. L'État islamique, que ce soit en Irak, en Syrie ou maintenant en Afghanistan, est d'abord une organisation sunnite contre les chiites. C'est ça véritablement le cœur du message. L'Occident, c'est beaucoup plus périphérique. Donc ça, c'est un premier élément qui peut transformer la nature du jeu. Un deuxième élément qui peut accélérer la transformation, c'est les crises internes à Kaboul qui sont tout à fait envisageables. À un moment donné, Ashraf Ghani va terminer son mandat. Qu'est-ce qu'on fait ? Les élections paraissent difficiles à envisager. Donc, il va falloir faire quelque chose. Et faire quoi ? C'est véritablement problématique. Personne n'a de solution. Et pour comprendre à quel point la situation est fragile, il faut se rappeler que toutes les élites afghanes ont mis leur famille et leur argent à l'étranger. Toutes les élites politiques. Évidemment, l'Afghan de la rue, lui, il n'a pas d'argent en général, donc il n'a pas grand-chose à mettre à l'étranger, mais toutes les élites politiques qui sont très très majoritairement corrompues ont effectivement choisi d'investir en périphérie. C'est-à-dire que si la situation se dégrade, ces gens-là vont probablement pas se battre. Ils vont prendre le dernier avion pour Dubaï et on n'entendra plus parler. Le régime peut se désintégrer véritablement. Je crois que ça aussi, ça fait partie de la fragilité du système. Voilà, je vous remercie pour votre patience et je prendrai votre question avec plaisir. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. J'ai deux questions. Je connais rien à l'Afghanistan, donc les questions sont peut-être naïves. Mais si j'ai bien compris, dans la logique ou le cahier des charges que les États-Unis se sont donné dans cette question afghane, il y a une logique de formation en matière de sécurité. Et si j'ai bien compris aussi, il y a une externalisation, une sous-traitance à des compagnies privées. Et je voulais savoir ce qu'il en était, puisqu'en fait, vous n'en avez pas parlé. Enfin, quelle était la place de ces compagnies privées ou de cette sous-traitance ou de cette délégation ? Et est-ce que ça avait produit des effets et induit des logiques ou des modifications dans les logiques locales de rapport au pouvoir, à la sécurité, etc. Et l'autre question remonte plus à une dimension historique. Est-ce que l'intervention soviétique avait eu des conséquences en profondeur sur l'état des forces de sécurité afghanes, police, armée, etc. Quel était son état à la fin, lors du retrait soviétique ? Et voilà, qu'est-ce qu'il en était pendant cette période entre 89 et l'arrivée des talibans en 96, si j'ai bonne mémoire, c'est ça ? Enfin, voilà, avoir un peu un état des lieux de ce qu'était un éventuel état afghan à ce moment-là. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question, en fait, par rapport à votre angle d'éclairage, dans la mesure où
vous avez présenté les talibans comme étant les personnes à abattre, et je peux comprendre ce point de vue. Et ma question est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aussi penser sur les talibans comme aussi une force qui, malgré tout, même si elle paraît vraiment rébarbative, vue de l'Occident et avec tout ce qu'ils font d'ailleurs sur le terrain, est une force qui est appréciée par un certain nombre d'Afghans. Quand on regarde de l'intérieur, ces talibans sont quand même si par la force ils contrôlent un certain nombre de personnes, sont aussi appréciés parce que, étant le signe d'une certaine stabilité qu'ils peuvent engendrer, parce que ramenant un certain ordre islamique malgré tout qui a été totalement bouleversé par rapport à ce qui se passe, par rapport aux interventions occidentales et ainsi de suite. Alors je sais que ce n'était pas votre angle d'éclairage, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui, malgré tout, doit être aussi abordé quand on parle de l'Afghanistan, parce que ces talibans ont déjà été accueillis à bras ouverts, plus ou moins, en 1996, parce que incarnant une certaine stabilité, et puis aujourd'hui, malgré tout, ils font quand même un retour qui n'est pas seulement vu de manière négative par la population. Pardon. Je vais commencer donc par les premières questions. Alors, il y a peut-être une chose à dire qui est intéressante, parce que ça éclaire un peu aussi la situation actuelle, c'est que le retrait soviétique, c'est 89. Hein. Et donc, alors je ne sais pas si c'est un coup d'État, mais enfin, la désintégration du pouvoir communiste, c'est 92. Et entre 92 et 96, on a une situation de conflit entre différentes factions. Et c'est en 96 que les talibans arrivent au pouvoir. Donc c'est un peu la chronologie. Et ce qu'on remarque entre 89 et 92, c'est en fait les effets de la politique soviétique et celle du gouvernement afghan, qui est dirigé par Najibullah à l'époque, qui est en fait l'autonomisation de la périphérie. C'est lié à une conjonction de différentes choses, notamment le fait qu'il y a de moins en moins de ressources pour faire fonctionner une armée classique. C'est lié aussi à une vraie stratégie, qui est une stratégie, j'allais dire, qui vise à combattre les moudjahidines un peu par des moudjahidines, en tout cas des gens qui combattent un peu comme eux. Et c'est notamment Dostum, celui qui est aujourd'hui vice-président, qui est en fait, au départ, un agent du KGB qui forme une milice et qui devient extrêmement célèbre dans ces années 89-92. Et ces milices, qui sont une vraie terreur en Afghanistan, acquièrent un statut très spécifique. Et c'est lui qui va, en fait, à un moment donné, trahir Najibullah et amener la fin du régime communiste à Kaboul. Donc, je crois qu'il y a une première chose ici, c'est que les soviétiques avaient une vraie stratégie en Afghanistan, qui était une stratégie de retrait à partir de 86, c'est toute la politique de Gorbatchev, et ce retrait passait notamment par la sécurisation des villes et la construction de milices. Il y avait deux aspects essentiels. Puis le troisième aspect, c'était les négociations internationales, mais ça a fondamentalement raté. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu la même chose, au sens où, premièrement, toutes les tentatives des Américains, notamment pour monter des milices, ont été une vraie catastrophe. Ça s'est vu notamment dans le nord, du côté de Kunduz, la ville qui précisément est tombée aux mains des talibans. Et deuxièmement, à mesure que le pouvoir central s'affaiblit, les systèmes de sécurité régionaux s'autonomisent. Aujourd'hui, quand vous êtes dans le sud, vous pouvez, à Kandahar, vous ne pouvez pas faire sans l'avis de l'homme fort de Kandahar, qui, quel que soit son poste officiel, de fait contrôle la situation. Et Kaboul peut très difficilement le démettre ou le remplacer, si vous voulez. Bon, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour les compagnies de sécurité privée, la situation afghane n'est pas la situation irakienne, si c'est à ça que vous pensiez. C'est pas le même jeu. D'abord, oui, il y a eu énormément de contracteurs, d'agents privés, dont le comportement social, personnel à Kaboul était parfois loin d'être au-dessous de tout reproche. Mais globalement, ils n'ont pas affecté la dynamique de la guerre
comme on a pu le voir en Irak, où finalement les incidents de Fallujah ont déclenché les opérations qu'on connaît, par exemple, hein, où ils avaient un rapport assez particulier aussi, même avec les institutions américaines, allant jusqu'à menacer des diplomates à certains moments. Je pense à Blackwater, à tout ce système-là. Non, en Afghanistan, les compagnies étrangères ont d'abord été des compagnies qui faisaient la logistique, je veux dire la vraie logistique, était peu engagée dans les opérations armées, sauf pour se défendre sur des convois. Et les vrais groupes privés étaient souvent afghans. Donc ce n'est pas tout à fait la même dynamique. Ils étaient souvent afghans, connectés au pouvoir. Il y a eu plein d'argent à se faire. Il y avait l'aide internationale. Sur un plan militaire, c'était beaucoup les contrats de travaux publics sur les bases américaines. Les gens se faisaient beaucoup d'argent avec ça. Ils montaient des groupes privés pour assurer la logistique, qui de temps en temps a fait exploser des bombes ici ou là pour montrer à quel point c'était dangereux et demander une augmentation. Bon, truc classique. Mais ça n'a pas... Je dirais, quand vous regardez la trajectoire globale de la guerre, moi je ne pense pas que ce soit un élément central. Et d'ailleurs, ils ont très largement disparu. Et bon, voilà, quoi. C'est pas l'Irak, hein. Franchement, c'est pas l'Irak. Alors, sur la deuxième question, bon, moi, mon problème aujourd'hui, c'était pourquoi on a échoué. C'était pas le côté taliban. Alors, sur les questions de légitimité, quand on voit la période 94, c'est l'émergence des talibans, 96, c'est leur prise du pouvoir à Kaboul. On voit clairement deux moments. Il y a un moment qui est un moment très charismatique. Moi, je suis passé à Kandahar, mais un peu après. Je n'ai pas vu le vraiment charismatique, parce que moi, c'est 95, donc c'était déjà un peu stabilisé. Mais le vrai moment charismatique, c'est le moment où le petit groupe des talibans passe la frontière pakistanaise, commence à avancer, et libère véritablement Kandahar, qui était dans une situation totalement désespérante, avec des petits groupes de combattants qui s'affrontaient pour des motifs... impossible véritablement à préciser, qui racketaient la population, etc. Et là, les talibans étaient clairement populaires. Moi, j'ai vu les premiers talibans arriver dans le Logar, c'est 95. Là, ils étaient également populaires, et pas forcément chez les Pashtuns, d'ailleurs, au sud, juste de Kaboul. Et puis, il y a un deuxième moment, c'est quand les talibans sortent des zones est et sud, et là, ils ne sont plus du tout populaires. Hein. Quand les talibans arrivent à Kaboul, ils ne sont pas populaires. Peut-être un petit peu à un moment, mais pas essentiellement pas tellement. Et puis alors là, quand ils montent dans le nord, c'est le massacre. Les gens se battent, le Panjshir, Mazar-e-Sharif, Shibran, etc. Donc il y a vraiment deux moments. Hein. Le premier moment, c'est effectivement un moment de charismatique, de ralliement, puis on parle de miracle, enfin il y a toute cette rhétorique religieuse. Puis le deuxième temps, c'est la conquête militaire classique. Et là, ils ne sont pas aimés. Hein. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en sait ? Premièrement, il faut être très très prudent sur les questions de légitimité parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Il n'y a pas de sondage fiable en Afghanistan. Je me vois mal aller demander à des Afghans « Est-ce que vous pensez que les talibans, c'est bien ?» C'est compliqué comme question. Bon, si on les connaît bien, on peut leur poser, mais bon, pas simple. On a quelques indicateurs. Mais ce n'est pas des indicateurs généraux de légitimité, c'est des indicateurs, je dirais, très ponctuels. Il faut être prudent sur l'interprétation. On sait par exemple que beaucoup de gens utilisent le système judiciaire taliban. Même, il n'y a pas de juge gouvernemental, ou le juge gouvernemental est totalement pourri, donc ils préfèrent utiliser le juge taliban, qui, dans certains coins au moins, a plutôt bonne réputation. Bon, voilà. Puis les talibans sont en position de faire respecter les jugements, ce qui est pas mal non plus. Donc ça, vous avez ça. Qu'est-ce que ça veut dire sur ce que les gens pensent vraiment des talibans? C'est très compliqué. Moi, je serais prudent sur l'interprétation. Ils estiment que là, sur cette chose-là, c'est fonctionnel. Bon. On a un deuxième élément, c'est la transformation des talibans sur un certain nombre de questions de mœurs. Autrefois, quand vous vous baladiez dans les zones talibans dans la période 96, 17, 18, le petit jeu, vous étiez dans la voiture, il y avait un autoradio, vous dissimuliez l'autoradio et surtout vous fermiez la musique quand vous passiez les checkpoints talibans, parce que les talibans sinon cassaient votre autoradio. La musique était interdite, vraiment interdite, la télé, etc. Et puis, quand vous faites aujourd'hui des entretiens avec des gens qui circulent dans les zones talibans,
les types sont rasés, ils écoutent la radio et les talibans laissent faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, c'est compliqué à interpréter. Ça veut dire soit que les talibans ont vraiment décidé qu'ils n'allaient pas faire la chasse à des pratiques sociales de toute façon incontrôlables, que le téléphone portable, la télévision, tout ça, bon, voilà, c'était là et basta. Ou alors, est-ce qu'ils estiment qu'il faut être plus souple aujourd'hui pour gagner le pouvoir et ensuite rétablir des règles plus strictes? Les deux interprétations sont possibles. On n'a pas énormément de facteurs. Voilà. Moi, il m'est arrivé de rencontrer dans des trucs un peu paradiplomatiques des leaders talibans. Ils étaient beaucoup plus relax. Bon, pas jusqu'à boire un verre de vin, mais ils étaient quand même extrêmement relax dans leur comportement. Il n'y avait pas de... Voilà, ils n'étaient pas hystériques. On n'est pas dans le comportement de type État islamique, qui est là un comportement potentiellement génocidaire, etc. On n'est pas là. Voilà, donc je n'irai pas beaucoup plus loin parce que je pense que fondamentalement, on ne sait pas bien. Sauf un dernier élément, il y a des gens qui savent que s'ils perdent le pouvoir, mais ça, ce n'est pas l'aspect taliban, c'est n'importe quelle perte de pouvoir aura le même résultat, ils vont beaucoup souffrir. C'est les Pandchiri qui ont profité à fond du système. Voilà. Ils contrôlent une grande partie du ministère de la Défense, ils sont dans tous les bons coups, etc. Et eux, s'ils perdent le pouvoir, eux, ils vont beaucoup souffrir. Voilà. Là, voilà, on a des groupes comme ça qui sont structurellement anti-talibans. Bonsoir, merci pour votre explication. Moi, j'aurais deux questions très spécifiques. La première, elle est relative à l'État islamique. Comment s'organisent les talibans vis-à-vis de l'émergence de l'État islamique en Afghanistan, sachant que l'État islamique en Afghanistan est composé d'une hétérogénéité ethnique et linguistique, ce que n'est pas les talibans, donc potentielle menace qui est grande en fait. La deuxième question se rapporte aux relations entre l'État islamique en Afghanistan et les djihadistes de l'État islamique au Tadjikistan. Merci. Vous avez parlé d'une régionalisation du conflit en Afghanistan. Quand on connaît les ravages qu'ont pu faire les différentes interventions américaines au Moyen-Orient, est-ce que c'est pas une bonne chose de voir des acteurs peut-être plus locaux s'investir dans le conflit et de voir les Américains laisser peut-être un peu la main à ces nouveaux acteurs? Merci. Bonsoir. Alors déjà, merci pour cette conférence. Alors, ma question porte sur le rôle de l'ONU, en fait, parce que vous avez abordé très brièvement son implication dans la résolution du conflit. Vous avez parlé d'un plan d'institutionnalisation pour essayer de tendre vers un système politique plus démocratique. Mais en fait, vous n'en avez pas plus parlé que ça. Et je voulais savoir, en fait, quel a été son rôle pendant ce conflit-là. Parce que il n'a pas abouti en fait à un arbitre qui serait capable de résoudre le conflit. Ce rôle-là qui lui a pourtant été attribué après la Seconde Guerre mondiale. Donc est-ce que c'est plus un échec de la part de l'ONU ou je sais pas. Voilà, merci. Ouais. Donc je voulais vous demander si vous avez mentionné 2-3 fois le Vietnam, si les États-Unis se situent dans une continuation de leurs erreurs stratégiques au Vietnam et que du coup il faudrait peut-être évaluer les errements stratégiques des États-Unis et leur retour sur leurs erreurs qui a été fait, que ce soit au Vietnam ou en Afghanistan maintenant. Merci. Bien, je vais essayer de répondre donc à ces 4 questions dans la mesure de mes compétences. Alors, la première question, c'était sur donc l'État islamique. Donc j'ai pas tout à fait compris quelque chose dans la question, mais il y a quelque chose qui n'était pas clair. Mais en tout cas, ni les talibans ni l'État islamique, je ne sais plus qui avait posé la question d'ailleurs, je ne sais pas, je regarde pas dans le bon sens. Ni les talibans ni l'État islamique n'ont un recrutement qui est monoethnique ou clairement marqué par une ethnicité, Pashtun. Peut-être un peu les talibans et un peu l'État islamique sont plutôt Pashtun. En même temps, c'est le groupe majoritaire en Afghanistan, enfin c'est le groupe le plus important en Afghanistan, donc c'est pas très très clair. L'État islamique a par exemple des groupes aujourd'hui au Badakhan, donc dans le nord, des gens qui sont tadjiks, qui parlent persan. Il y en a à Kunduz,
Ils sont pas Pashtuns. Il y en a aussi dans les zones Pashtuns. Donc, il y en a beaucoup maintenant, des groupes formels, informels, en tout cas des zones d'influence dans les universités. Ça peut être à Kaboul, Jalalabad notamment. C'est pas clairement quelque chose d'ethnique. Donc, il n'y a pas de frontière ethnique. Franchement, c'est pas un problème ethnique. Ça se joue pas là. Maintenant, qu'est-ce qu'ont essayé de faire, qu'ont fait les talibans par rapport à l'État islamique? La réponse est simple, ils ont essayé de les liquider. Et ils y sont parvenus assez régulièrement. C'est-à-dire que la plupart des groupes État islamique qui émergent après la proclamation du califat, en fait, à Raqqa, ces groupes émergent de manière probablement non coordonnée. C'est souvent des scissions de talibans. Des gens qui disent, moi, les talibans, c'est un peu mou, moi, j'aimerais un truc plus, voilà. Et ils deviennent État islamique et ils sont liquidés par les talibans. Et pour vous donner un exemple, quand l'État islamique prend le contrôle de 4-5 districts au sud de Jalalabad, donc près de la frontière pakistanaise, les talibans envoient des centaines d'hommes se battre. Et pas simplement de la région, mais y compris du sud. Donc c'est vraiment la guerre, et c'est une guerre qui dure encore d'ailleurs, qui a fait des centaines de morts. Donc c'est des affrontements extrêmement violents. Donc pour le moment, les seuls à pouvoir contrer sur le terrain l'État islamique sont les talibans. Et clairement, il y a un problème de principe, c'est-à-dire que les talibans se considèrent, eux, comme les continuateurs de l'État légitime, donc de la République islamique d'Afghanistan qu'ils avaient fondée entre 1996 et 2001. Et ils veulent effectivement l'allégeance de tous les groupes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème avec Al-Qaïda. Parce qu'Al-Qaïda fait allégeance aux talibans. Par contre, l'État islamique, non. L'État islamique massacre les talibans, il massacre tout le monde. De toute façon, les notables, les talibans, les chiites, c'est une chose qui repose sur la terreur. Donc là, vous avez effectivement un frein qui a été mis aux activités de l'État islamique. Ça vous donne simplement une idée de ce qui pourrait se passer s'il y avait un affaiblissement marqué des talibans. Ça se traduirait probablement par une explosion du nombre de combattants de l'État islamique. Et pour compléter et ne pas répondre tout à fait avec votre deuxième question, parce que je n'ai pas de compétences là-dessus, il y a aujourd'hui des zones où les talibans ne sont pas véritablement en contrôle, notamment au nord de Jalalabad. Donc vous voyez, c'est sur la frontière afghano-pakistanaise et un peu au nord. Et là, vous avez des groupes talibans qui sont en train de s'implanter, notamment dans des coins, une province qui s'appelle le Nouristan, où il y avait une tradition salafiste très dure depuis plusieurs années. Et là, les talibans ne peuvent rien faire. Donc ça prospère. Et y compris, alors, près du Tadjikistan, la province afghane frontière avec le Tadjikistan, le Badakhshan afghan. Et là aussi, vous avez des groupes d'État islamique. Après, à ma connaissance, il n'y a pas pour le moment, de manière évidente, d'influence de l'État islamique au Tadjikistan. Ils n'ont pas monté une insurrection. Bon. Ceci dit, est-ce que ça peut arriver? Franchement, c'est possible. Mais je n'ai pas d'informations là-dessus aujourd'hui. En tout cas, il ne s'agit pas pour le moment de choses importantes. Ça le sera peut-être dans 2 ans, mais pour le moment, il ne s'agit pas de choses importantes. Alors, la deuxième question, c'était sur le fait qu'est-ce que les Américains ne feraient pas mieux de rester chez eux plus souvent? Oui, non, c'est compliqué. Ou qui c'est qui avait posé la question? Ah, c'est vous, d'accord. Donc, c'est compliqué parce que, à la fois, vous voyez, vous avez une façon, on peut dire que, bon, Bush, le premier mandat Bush, c'était l'interventionnisme maximum des États-Unis, hein, avec toutes les catastrophes que ça a pu produire. Mais en un sens, la non-intervention ou le désengagement d'Obama a également été catastrophique. C'est-à-dire que le problème, on ne peut pas dire mécaniquement, il suffit que les Américains n'interviennent pas pour que ça se passe bien. Parce que s'ils n'interviennent pas, parfois, ça crée des crises majeures. Regardez la Syrie, ils ne sont pas intervenus, ils n'ont pas voulu faire de zones d'exclusion aérienne dans le nord de la Syrie, c'est une vraie catastrophe. Ça fait 1 million de réfugiés en Europe. Vous voyez, c'est donc intervenir, ne pas intervenir, je crois simplement c'est comment on intervient, pourquoi, avec quels objectifs. J'aurais tendance à penser qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les États-Unis sont peu influents politiquement, mais en même temps, c'est eux qui tiennent la clé sécuritaire. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si vous enlevez les 10 000 soldats américains, le régime s'effondre tout de suite.
Donc les États-Unis sont partie du système. Ils sont encore un des acteurs importants du système. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie. Ils n'ont pas cherché à enclencher des négociations. Et fondamentalement, leurs relations avec le Pakistan sont tellement mauvaises que je ne crois pas qu'ils soient dans une très bonne position. D'où la complexité du jeu actuel. Et donc, il ne suffit pas de se retirer pour réparer les choses. Le problème, il est là, je pense, fondamentalement. Alors, ensuite, du coup, on va continuer avec le Vietnam. Il faut voir que... Alors là, qui posait la question assez bien de ce côté-là? Oui, je ne suis pas fou, oui. Bon. Pour le Vietnam, il y a quelque chose de fascinant, parce que vous avez un aller-retour stratégique, mais Christian serait mieux placé que moi pour en parler, mais il y a un aller-retour stratégique. Après le Vietnam, la génération d'officiers qui était passée par le Vietnam a dit clairement plus jamais ça. Plus jamais on se met dans une guerre avec une augmentation progressive des moyens, sans stratégie clairement définie, etc. Et nous, on veut des guerres propres, bien définies, avec des objectifs absolument militaires et pas politiques, hein, ce qui était un fantasme. Et qu'est-ce que ça a été cette guerre? Ça a marché une fois, ça a été la première guerre du Golfe, 90-91. Où là, ils ont fait vraiment ce qu'ils savaient faire. C'est-à-dire la puissance de feu, la destruction de l'ennemi, etc. Tout a marché parfaitement bien. Donc, ça, c'est cette génération. Mais après, quand vous avez un président américain qui vous dit vous allez envahir des pays au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envahit le pays et qu'on reconstruit? Auquel cas, on se retrouve exactement dans la situation vietnamienne, fondamentalement. Ou est-ce qu'on envahit sans reconstruire? Et auquel cas, c'est pire. C'est pire parce qu'on ne peut pas partir. Vous voyez le problème? Il est là, fondamentalement. Comment est-ce qu'on a fait en Irak? Rumsfeld, toute l'équipe, qui n'était pas nécessairement néoconservatrice d'ailleurs, hein, c'est plus compliqué que ça. Ils sont partis d'une espèce de jeu rhétorique, ils ont dit on envahit, puis après il va y avoir une démocratisation spontanée de la société irakienne. Vous voyez, un peu comme les bactéries, paf, tout d'un coup, ça marche comme ça. Et donc ils ne se sont pas posé la question des moyens. Et ce qui était très intéressant d'ailleurs, parce que leur parallèle favori, c'était le Japon et l'Allemagne. Regardez, on a démocratisé le Japon et l'Allemagne. Et c'est parfaitement vrai. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'effectivement, à mesure que l'armée américaine progressait en Allemagne, tout était prévu. Il y avait des maires américains, en général Kissinger a commencé comme ça, si ma mémoire est bonne, des gens qui s'occupaient de l'administration locale de chaque localité qui était construite. C'était une occupation au cordeau, avec véritablement une stratégie pour l'Allemagne de reconstruction. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé en Irak? C'est le contraire. On envahit n'importe comment, très vite. Hein. C'était toute l'idée qu'on pouvait faire des guerres rapides, ponctuelles, comme ça, très déstabilisatrices et se retirer immédiatement. Évidemment, on a créé les conditions pour une catastrophe politique. Tensions sunnites, chiites, etc., etc. Licenciement massif dans l'armée irakienne. Bon, voilà. Donc vous voyez que, en fait, les États-Unis se sont retrouvés coincés, je veux dire, c'est un retour de Vietnam, parce qu'on ne peut pas envahir un pays sans créer un relais politique. Et ils ont été incapables de le faire en Irak et en Afghanistan de la même façon, fondamentalement. Ce qui est intéressant, c'est que ces opérations ont amené un retour aux stratégies de contre-insurrection. C'est tout Petraeus, McChrystal, et McMaster, qui est maintenant le patron du National Security Council, hein, qu'on a croisé en Afghanistan il y a quelques années. Et tous ces types-là, en fait, sont maintenant d'abord des soldats qui ont fait leur carrière par la contre-insurrection. Donc, qu'est-ce qu'ils ont appris de la contre-insurrection? Comment ils interprètent ça? C'est compliqué. Les Américains vous disent facilement « Ah, mais l'Irak, c'est un succès. La contre-insurrection a fonctionné, la preuve, on a pu partir. » Et l'Afghanistan, ils ne préfèrent pas en parler. Donc, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Qu'est-ce que va faire la prochaine génération d'officiers américains? Qu'est-ce que va faire la prochaine génération d'hommes politiques américains par rapport à ce type de guerre?
Moi, je dirais que le désengagement d'Obama, tel qu'on l'a vu dans la crise syrienne, c'est quelque chose qui probablement est annonciateur de ce qui va se passer dans les prochaines années. C'est-à-dire que les États-Unis vont refuser d'intervenir dans ces situations. Je peux me tromper parce que l'équation Trump est un peu compliquée à résoudre, mais je crois qu'il y a un véritable désengagement et ça correspond aussi à un désintérêt, une déconnexion par rapport au Moyen-Orient. D'une manière ou d'une autre, les États-Unis ne seront plus jamais ce qu'ils ont été, disons, en 90-91, là où leur puissance était maximale au Moyen-Orient. Donc il y a fondamentalement un désintérêt pour ce type de crise. Et je pense que c'est ce qu'on a vu en Libye, c'est ce qu'on a vu en Syrie, et je crois que c'est une tendance lourde. Et je ne crois pas que Trump, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, soit forcément très va-t-en-guerre. Clinton l'aurait probablement été plus, mais je crois que là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus structurel, c'est le retrait des États-Unis de ce type de conflit. Bon, je peux me tromper. Et puis la dernière question, très rapidement, c'est sur le rôle de l'ONU. L'ONU, enfin l'UNAMA en Afghanistan, c'était qui posait la question là ? Ah, c'est vous. Donc, le rôle de l'UNAMA, enfin de l'ONU en Afghanistan, c'était au départ un rôle extrêmement important sur le papier. C'était un rôle de coordination de l'ensemble de l'effort de reconstruction. Donc ils étaient censés être quelque part les patrons, les coordinateurs. Sauf que dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les ONG détestent la coordination. Donc chacun a travaillé dans son coin, aucune coordination. L'UNAMA n'avait pas les moyens véritablement politiques de faire pression sur les acteurs. Une grande partie de la reconstruction, c'était des entreprises privées avec des mécanismes de sous-traitance extrêmement complexes et très corrompus. L'UNAMA n'avait pas accès à ça. Et au final, ce qui était opérations américaines, y compris militaires au sens large, donc y compris les opérations civiles, construction de routes, etc., échappaient totalement au contrôle de l'UNAMA. Donc on s'est retrouvé avec une organisation qui devait être normalement le pilote de la reconstruction et qui finalement a été très vite marginalisée. Ce qui est resté important avec l'UNAMA, c'est les postes régionaux de l'UNAMA qui ont fait de l'UNAMA, puis un staff souvent extrêmement compétent, qui ont fait que l'UNAMA a été une des sources d'information absolument majeures en Afghanistan pendant des années. Pour les journalistes, les chercheurs, pour tout le monde. Et puis pour les gouvernements aussi. Donc ça a été quelque chose de particulièrement réussi. Et malheureusement, c'est un peu en train de se terminer ces dernières années, parce que l'UNAMA, il y a moins de fonds. L'ONU s'est désengagée de l'Afghanistan. Et donc, ils ont fermé un certain nombre de postes régionaux. Donc aujourd'hui, l'UNAMA n'est plus en contact, comme ils avaient pu l'être, avec les élites locales, par le biais d'entretiens, etc. Surtout qu'ils ont pu voyager, assez longtemps voyager en Afghanistan. C'est pas dans de communication, c'est dans le pouvoir politique. C'est-à-dire l'UNAMA, c'est un truc de l'ONU. En face, vous avez l'armée américaine, vous avez des grandes... Personne ne veut se laisser coordonner par l'UNAMA. Mais quand vous dites la coordination entre les ONG, pourquoi elles n'aiment pas travailler ensemble ? Mais parce que les ONG, il faut d'abord les voir comme des acteurs en compétition pour le marché humanitaire. Donc, bon, si vous arrivez, vous êtes tout jeune, vous pensez que les ONG, c'est des gens... bon, c'est souvent des gens sympas par ailleurs, mais... c'est un milieu professionnel, c'est-à-dire que il y a quelqu'un d'une ONG qui m'a raconté ça. Première réunion à Kaboul, lui il venait, il n'était pas très vieux dans les ONG, et il commence à raconter tout son programme. Et tout le monde le regarde en rigolant parce que personne ne va aller expliquer ce qu'il fait. Donc voilà, c'est un milieu de compétition pour des budgets. Il y a des choses qui ont été écrites notamment sur le Rwanda. Sur cet aspect-là, qui était un peu choquant d'ailleurs, parce qu'on était dans une période de post-génocide. Mais évidemment, oui, c'est ça. La vraie vie, c'est ça. Ouais. Voilà. Merci.